On va donc passer, dans le fond, à expérience de supervision et coaching pour intervenants nouveaux et nouvelles employés avec les concepts d'ESO-stress. Là, je ne suis pas certaine, Sophie et Annie, je pense que vous n'avez glissé un mot déjà, hein, que vous avez fait votre supervision, que vous l'utilisez en supervision. Puis Christelle aussi, finalement, que vous avez fait ça dans votre... C'était un petit trick là, de comment séparer par sujet ou par groupe, par équipe, etc. Fait que, mais c'est correct, les concepts ont été. Donc, je vais inviter directement Catherine Bédard. Fait que tu vas pouvoir prendre un petit peu plus ton temps, Catherine, parce que ça donne un petit peu d'espace. Dans le fond, qui va vous parler d'ateliers de sensibilisation auprès des nouveaux et nouvelles employés. Oui, on avait. On va prendre notre temps, mais on s'était dit 5, fait qu'on va vraiment se déposer. Oui, très bref. Alors, bonjour tout le monde. Catherine Bédard, psychoéducatrice de formation, spécialiste en activité clinique aussi, volet préceptorat. Donc, je suis accompagnée de ma collègue. Oui, moi, c'est Claudine Dumais. Je suis travailleuse sociale de formation, puis je suis préceptrice aussi au CIUS dans les équipes jeunesse, le volet proximité. Donc, ce qu'est le service de préceptorat, en fait, c'est qu'on accompagne les nouveaux intervenants service de proximité, donc sous la L4S, dans l'acquisition de leur nouveau rôle, mandat, toutes les bonnes pratiques, comment s'assurer dans la première année, là, quand ils arrivent, qu'ils aient tout en main là, pour qu'ils puissent bien jouer leur rôle. Donc, dès le départ, dans mon constat que j'ai fait, là, c'est qu'on a réalisé que les intervenants étaient très stressés. Tous leurs ingrédients étaient ébranlés dès le départ. Niveau de stress très élevé, je me suis dit, mon Dieu, ils ont beaucoup de responsabilités, gestion de risque de plus en plus, des cas de plus en plus complexes aussi. Donc, en fait, je me suis dit, il faut faire quelque chose par rapport à ça au niveau du service de préceptorat. Et j'ai eu la chance d'avoir une collègue de bureau, Roxane Larocque, qui m'a contaminée positivement au niveau d'ISO-stress, qui m'a parlé de la formation ISO-stress. Finalement, j'ai été formée en 2024. Donc, ça m'a permis de réfléchir puis de développer une adaptation de la formation pour prendre soin des intervenants dès leur arrivée dans l'équipe. Donc, en fait, c'est actuellement là, à l'étape de validation là, par rapport au contenu. Je change où? OK. Non, j'étais avec l'autre. Encore? OK. Donc, si on reprend le parcours de formation là, des 6 volets au niveau du stress bien-être collectif, pour ce qui est de l'atelier de sensibilisation qu'on a développé, on touche en fait aux 2, 3 et 4, à ces 3 volets-là. Donc, dès le départ, on initie les intervenants au concept de base sur la gestion de stress. On les outille aussi dans le contenu, le partage de connaissances théoriques, on leur partage des outils aussi. Puis au niveau de l'intégration, on regarde avec eux là, les concepts, ça se fait par l'entremise de soutien par les pairs. On parlait tantôt de langage commun, mais on est là aussi en rencontre de supervision au niveau du préceptorat, mais aussi en supervision clinique. On va vous en parler un peu plus tard. Puis potentiellement là, l'élaboration d'un plan d'action d'équipe là, éventuellement. Donc, à la droite, là, au niveau des étapes, on touche la gestion du stress individuel et également le stress de contagion. On va faire ça demain. Donc, le plan de l'atelier, on va vous donner un peu les grandes lignes de ce qu'on aborde. L'atelier est en durée environ 2 heures, grossièrement. On l'a fait en ligne, en Teams, à quelques reprises, puis Catherine a eu l'occasion de le faire en personne auprès d'une équipe. Malheureusement, c'est ça, on a des conditions actuelles qui fait qu'on ne peut pas être en personne autant qu'on le voudrait. Donc, on aborde la différence entre le stress et l'anxiété. Ce qu'on s'est rencontré, c'est que nécessairement, il y avait une grande ambiguïté de ce côté-là. Fait qu'on départage vraiment pour que ça soit clair puis qu'on efface la distinction par rapport. Tout le monde dit qu'ils sont anxieux, mais dans les faits, il y en a qui jugent juste du stress qui est passager. Donc, on regarde aussi c'est quoi les ingrédients déclencheurs de stress, puis on le normalise. Ça, c'est un des mots du jour parce que c'est normal avec l'emploi qu'on a, puis avec la gestion
risques qu'on fait avec nos familles qui vivent des grosses situations. C'est normal de vivre du stress. Et puis, souvent, ils sont seuls dans leur univers quand ils arrivent. Ils n'ont pas encore beaucoup de contacts dans l'équipe. Donc, on dresse la table de ce côté-là, de dire, oui, c'est vrai, c'est normal d'en vivre. On regarde en grande ligne les stratégies à court et à long terme. On leur permet de faire un exercice pendant l'atelier où chacun se fait un plan d'action en lien avec ses stresseurs, puis en lien aussi avec les différentes stratégies, de voir où est-ce qu'ils voient qu'ils pourraient faire des actions de leur côté. Évidemment, on aborde le stress de contagion ces dernières années avec des réaménagements au niveau organisationnel et des compressions budgétaires, ça crée un stress. Puis, ça fait, dans l'équipe, ça fait justement, là, ça fait du remous. Fait que ça, on l'aborde parce qu'actuellement, on le vit sur le terrain. La réalité de la relation d'aide. Nos intervenants sont seuls souvent face à nos familles, face à des situations très difficiles. Donc, c'est normal. Puis, tu sais, en proximité, on voit de tout, dont l'imprévisibilité est très présente. On débarque à domicile, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer et qu'est-ce qu'on va faire face. Donc, ça, on en parle et on regarde aussi la résilience. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre soin d'eux, pas juste comme personne, mais aussi comme intervenant, si ce n'est que prendre des pauses. Et en dernier, on se garde un bon moment pour faire de l'échange par rapport à ce qui est ressorti pour eux, s'ils ont des trucs, s'ils ont des choses intéressantes à nous partager. Et là, jusqu'à présent, on a eu à peu près des groupes de 10 quand on a fait nos ateliers et on a vu que c'est très favorable aux échanges. Je pense que ça nous a fait réaliser que c'était un peu un hasard parce qu'ils s'inscrivaient de façon aléatoire. Mais je pense qu'on n'irait pas plus gros que ça parce qu'on a réalisé qu'en petit groupe, les gens étaient à l'aise de partager, à l'aise de se rendre vulnérables, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand tu es nouveau. Mais on a eu des échanges hyper intéressants et on sentait vraiment un soutien au travers les différents intervenants. Donc, ça a été vraiment un gros plus. Là. C'est moi, là aussi. Hein? Ah, tu l'as changé? Oui. Bon. Donc, les impacts, suite à la présentation de l'atelier, bien évidemment, il y a une conscientisation sur l'importance de prendre soin de soi dans un métier de relation d'aide. Comme je disais tantôt, on normalise notre réalité qui n'est pas toujours facile et on se sent définitivement moins seul. Partage d'expériences et de stratégies expérimentées pour prévenir et diminuer l'impact de stress au quotidien. Tu sais, notre but, c'est de les prendre tôt dans leur processus d'arrivée pour justement essayer de prévenir, de ne pas attendre qu'ils soient à terre ou qu'ils soient à bout. Malheureusement, ça l'arrive. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à penser à ça. Mais définitivement, on veut essayer de prévenir certaines choses. Le mot du jour, le langage commun. Donc, on veut que tout le monde, on se dise les mêmes affaires, on a la même compréhension des concepts. Et puis, ça, autant au niveau des intervenants, des spécialistes en activité clinique que des gestionnaires. Possibilité de réinvestir les concepts et de faire des suivis dans les rencontres de supervision clinique. Nous, on a un rôle très privilégié au niveau des nouveaux intervenants. On les voit seuls ou on les voit en duo. Donc, nous, on a la possibilité, à chaque rencontre, de s'assurer de leur bien-être, de s'assurer comment ils vont. S'ils ont vécu des situations stressantes, d'ouvrir sur comment est-ce qu'ils l'ont vécu, puis d'avoir un échange à ce niveau-là. Puis la plupart sont très à l'aise de nous en parler. Et on a le temps et l'espace pour le faire. Puis on a aussi un climat assez intimiste dans notre réalité de préceptrice. Donc ça, puis on ose espérer que ça va avoir des impacts au niveau de la rétention du personnel. Est-ce que ça va? Le rayonnement de l'atelier, en fait, les prochaines étapes qu'on souhaite faire, donc éventuellement le partage du contenu et de la co-animation avec les spécialistes en activité clinique, donc pas seulement auprès des nouveaux employés, mais auprès de tous les intervenants jeunes en difficulté 0-18 ans en proximité. Également sensibiliser les gestionnaires là, sur le contenu de l'atelier, donc qu'ils puissent mieux comprendre la réalité de leurs intervenants au sein de leur équipe. Également, le contenu de la présentation va être partagé aux précepteurs également en protection de la jeunesse. Ils pourront l'animer, le réinvestir de leur côté auprès de leurs intervenants. Et aussi, on veut prévoir une planification d'un calendrier vraiment quand il y a une date d'entrée en fonction de nouveaux intervenants. On souhaite d'emblée pouvoir animer là, l'atelier à tout le monde et ça dès leur arrivée pour qu'ils puissent, dès le départ, sentir qu'on prenne soin d'eux. Voilà. En fait, juste pour aider à démêler, parce que c'est un peu nouveau là, qu'on travaille ensemble, fait que moi-même, il a fallu que je pose une couple de questions pour faire OK, attends une minute. Là, vous êtes dans quelle équipe? Vous êtes où? Comment ça va s'attacher avec les autres choses qui sont déjà là? Puis, OK, là, c'est beaucoup dans les équipes de programme jeunesse en réadaptation, dans les applications des mesures. Mais là, on parle vraiment de première ligne,
l'équivalent des CLSC, etc. Donc, c'est comme d'autres équipes, mais en même temps, normalement, on devrait réussir à toutes se parler ensemble parce que les clients vont comme se promener et j'ai trouvé ça génial parce que souvent, un des problèmes qu'on voyait avec l'implantation des formations, à part de dire, mais donnez au moins stress et compagnie à vos intervenants dès qu'ils arrivent à la formation initiale, c'est quand même juste pour que ça puisse être utilisé en supervision, ça demeure quand même quelque chose qui est moins interactif qu'en personne. Fait que là, dans le fond, l'idée qu'aussitôt qu'il arrive, c'est pas nécessairement vous recommander de faire stress et compagnie, mais bon, on est encore en train de travailler, de regarder comment, mais les concepts sont transférés. Dans le fond, c'est comme prendre l'étape 1, comme elle a montré tantôt, des processus. Fait que si il y a des préceptorats, finalement, qui sont en protection de la jeunesse, ben là, comment ça s'arrime avec le processus de formation qui va débouler du côté où, par exemple, Roxane, Julie ou Julie vont donner la formation versus préceptorat, si eux autres vont déjà avoir donné. Fait que ça veut dire qu'il y a des nouveaux employés qui vont déjà avoir l'équivalent de la première étape, par exemple. Est-ce que ça va être quand même bon de leur donner en équipe? Tu sais, on est tous dans l'exploration, on est dans du développement continu, dans lequel on s'adapte dans les contextes avec le modèle que je vous ai montré ce matin, que j'aime bien, qui est le modèle de pérennisation en changement continu. Bien, c'est un peu ça. On développe, on étend, il y a des nouveaux morceaux, comment on ajuste tout ça. Et c'est là qu'il est important d'avoir des communautés de pratique à l'intérieur de chacun des établissements pour être sûr que, parce qu'au début, c'était ça, il y avait différentes directions qui travaillaient, mais au début, je pense que du côté des équipes d'application des mesures, par exemple, à Mauricie Centre du Québec, ne savaient pas nécessairement tant que ça qu'est-ce que Julie faisait du côté accompagnement parental, DI-TSA. Il y avait, tu sais, puis là, commençait à former certaines équipes, etc. Fait que oui, il y avait comme il y a des silos par centre jeunesse, mais il y a des silos par direction aussi. Alors qu'à un moment donné, on a des intervenants où on a des clients qui vont se promener. Fait que c'est important d'avoir, c'est une des raisons pour lesquelles pour ceux qui sont en ligne, si vous allez voir en ligne les étapes, les conditions d'implantation, on ne l'a pas nécessairement, je l'avais mis dans mes diapos, mais je n'ai dû pas prendre la bonne, en tout cas parce que je ne les avais pas. Vous allez le voir dans le petit document si vous allez en ligne qui vous fait suivre toute la chaîne et les documents. Le processus d'implantation dans lequel si une organisation prend ISO-stress, ça prend un porteur plus au niveau direction qui va s'assurer que les différentes sous-directions vont se parler, puis vont arrimer, dans le fond, les formateurs, que ce qui se développe dans une direction, peut-être des fois, on peut partir de l'outil d'un pour développer de l'autre. Puis, fait que juste à l'interne, il faut s'assurer d'avoir un langage commun dans l'ensemble des directions avec l'ensemble des clientèles à cause du mouvement de la clientèle puis du mouvement du personnel. Fait que, c'est un peu ça que ça amène. Puis c'est super important puis super intéressant parce que c'est le langage du terrain que je vais dire, mais ce que j'entends du terrain, c'est les nouvelles équipes, surtout en hébergement, on a des bébés intervenants, puis souvent avec des bébés chefs, dans le sens que c'est des chefs qui arrivent avec peu d'expérience, puis qui n'ont pas d'outils pour gérer l'anxiété des jeunes intervenants qui arrivent, qui, eux, il faut qu'ils trouvent leur équilibre pour réussir à travailler avec des jeunes et des parents extrêmement en déséquilibre. Fait que, à quelque part, on a comme pas le choix de regarder un peu tout ça. Fait que ça fait partie des travaux là, qui vont être en cours et de là, fait qu'avoir quelqu'un au niveau direction générale, mais après ça, au niveau tactique dans chacune des directions, puis après ça, des chefs, puis on a entendu jusqu'à ce matin, oui, on a des formateurs, mais après ça, on a aussi des champions dans chacune des équipes. Fait qu'il y a vraiment des conditions gagnantes qui, comme j'ai montré ce matin, si on va regarder les conditions du CFIR, qui est le modèle consolidé de recherche en implantation, bien, ça fait partie de ces différentes conditions-là, dans le fond, pour qu'il y ait une bonne implantation et aussi l'aspect de pérennisation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en ligne? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pierrick?
Merci. Donc, je vais prendre mon chapeau de prof en psychoéducation qui formons donc des étudiants qui se retrouvent ensuite professionnels dans vos réseaux. Vous qui les accueillez, qui les voyez, qu'est-ce qui leur manque en termes de stress? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas prêts? En tout cas, est-ce qu'ils sont prêts? Probablement que non. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans leur formation pour qu'ils vous arrivent un peu plus près? C'est une excellente question. Bien, plusieurs volets. En fait, je pense au fait d'être prêt ou pas prêt entre la théorie qu'ils voient à l'école versus la pratique. Il y a un écart vraiment important. Après ça, je pense qu'il faut avoir des conditions au niveau organisationnel. Ils arrivent souvent, ils ont une charge de cas qui les attendent. Des fois, le peu de formation. Donc, je pense d'avoir un espace du soutien, de la supervision, sentiment d'appartenance à une équipe. Il y a des choses au niveau humain qui peuvent être mises en place aussi, qui peuvent les aider à soutenir dès le départ. Donc, je pense qu'il y a plusieurs volets. Je ne sais pas si tu veux... Je pense que c'est ça le lien. Ils ont l'occasion de faire un stage, ce qui est très aidant, mais s'ils n'ont pas fait leur stage en jeunesse avec la réalité, ce qu'on vit sur le terrain, ils arrivent un peu déstabilisés en partant. Puis de se retrouver tout seul dans une famille à gérer des situations, ils ne sont pas prêts à ça. Vraiment pas. Puis on a tendance à dire, allez, va et fais ton travail. Je pense qu'on peut les soutenir davantage. Ça, c'est quelque chose justement qui est en pourparler de comment on peut les soutenir davantage. Donc ça, oui, mais à l'école, c'est ça, la théorie, la pratique, je pense qu'il y a une marge. Et tout l'aspect clérical, on sous-estime l'ampleur que ça peut prendre dans une journée de travail. Ça prend une place fou, puis souvent, ça les stresse de produire ces documents-là. Et ça, souvent, ils ne savent pas trop comment se prendre. Là. On doit reprendre beaucoup de choses avec eux quand on les accueille. OK, alors peut-être aller juste un peu plus loin, parce que, en tout cas, moi, en tant que responsable des études supérieures, je les vois, les étudiants qui sortent. Donc, ils vivent un stage en troisième année. Ils vivent un stage pendant toute leur deuxième année de maîtrise, donc troisième année de bac, deuxième année de maîtrise. Il n'y a pas vraiment de place pour mettre d'autres stages là. Et la plupart d'entre eux sortent épuisés de leur stage justement parce que ils ont vécu. Puis on s'entend, ils ont juste une charge de cas la plupart du temps. Hein. Donc ils sortent, ils sont déjà fatigués. Est-ce que, selon vous, puis on va ouvrir une boîte de Pandore, mais c'est pas grave, est-ce qu'il y a une question de génération aussi? Puis comment est-ce qu'on pourrait mieux les préparer, ces jeunes-là, à la réalité du terrain? Parce que oui, évidemment, il y a les centres jeunesse, il y a tous les services jeunesse, mais même dans les écoles, je pense qu'ils sont vite dépassés. Même si c'est pas le même niveau d'intensité, ça reste un niveau de service important. Donc je relance ma question une fois encore. Si vous avez, en fait, je viens chercher des idées. Okay, j'ai envie de dire, pour en voir aussi des étudiants là, à Trois-Rivières, ce qu'ils me disent souvent, c'est que de leur côté, ils ont vécu la pandémie puis qu'ils ont été face à une formation parfois en ligne, qui ont manqué de contact humain. Donc, il y a comme, je pense, une adaptation qui est un écart qui est très grand. Là, oui, c'est une grande boîte de Pandore, mais en même temps, oui, des fois, il faut se lancer. Puis, justement, tu sais, c'est justement quand ils font leur stage, ils apprennent sur le terrain, ils apprennent sur le vif, mais il y a justement, en ayant une formation comme ça, un atelier, d'avoir un espace pour ça, je pense que ça peut être aidant aussi. Il y a quelque chose, moi, je fais partie des vieilles, donc je peux vous dire qu'il y a quelque chose de très générationnel. Moi, je trouve que ça se compare même pas. Nous, on nous garochait avec pas grand-chose, puis on se débrouillait, puis on avait un sourire dans la face, puis on allait prendre une bière le jeudi soir, tout était cool. On n'est pas du tout à la même classe. Effectivement, ils finissent leur journée. Il y en a qui font beaucoup de travail chez eux, d'ailleurs, c'est ce qu'on constate, parce qu'ils ne sont pas capables de décrocher, ils ne sentent pas à la hauteur, ils veulent refignoler, ils sont en retard continuellement par rapport à la charge de travail. Je pense qu'on a une génération qui sont comme peut-être moins équipées pour faire face au stress et à l'anxiété. Je pense que je ne sais pas si c'est possible d'intégrer des cours à ce niveau-là, au niveau cégep université, parce qu'ils ne gèrent pas tout le temps très, très bien. Là. On voit des gens qui ça fait 3 mois qui sont là, qui sont déjà en arrêt de maladie. Au bout de là, on parle de 3 mois ici. Là. Puis ils ont une charge réduite quand ils arrivent. Oui, moi, j'ai eu des étudiants qui étaient en arrêt en sortant de leurs études. Donc, voilà. Qui se disaient, moi, je vais prendre 2 ans là parce que c'était déjà trop pour moi. Voilà. Ça, c'est ouais. OK. Oui. Dania, puis après ça, on va aller. On a une question en ligne. Excuse, Christelle. Après ça.
C'était peut-être pour faire un peu de pouce là, sur ce qu'on disait dans les cours au cégep. J'ai la chance dans le rôle que je joue de faire des groupales de stagiaires aussi qui arrivent chez nous en hébergement pour travailler en réadaptation. Et je donne là, la première atelier aussi sur le stress individuel et les réactions que j'ai présentement, c'est aïe aïe, on l'a vu dans notre cours. Donc, je sais de quoi tu parles, mais ô combien j'avais pas compris comment le transposer dans mon milieu. Et là, on me parlait de ça en lien avec mes études. Maintenant que je suis sur le marché du travail, là, tu me l'amènes d'une différente façon où j'ai un peu compris davantage le concept. Et ces stagiaires-là sont embauchés chez nous et rapidement se retrouvent à avoir un poste là, dans une unité ou du moins une assignation. Donc, je les revois en équipe quand je forme l'équipe et on me renomme la même chose. Oh, j'ai ramassé quelque chose de plus aujourd'hui, Christelle, parce que quand j'étais stagiaire, probablement envahi, agent stressant, mon cerveau n'était pas comme 100% disponible. Là, j'avais une plus grande disponibilité. J'ai bien ça. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand on saupoudre petit peu par petit peu, mais la clé, je pense, c'est vraiment d'être dans le milieu pour l'assimiler. Ce que j'entends aussi, c'est que s'ils avaient au moins la base des concepts au départ, dans tout le monde, là, de base, des concepts de stress individuel, de stress relationnel, de stress de contagion. Moi, je donne un cours à des étudiants, mais adultes, et moi, je les fais mettre, je dis, vous me faites l'observation sur vous et sur les autres, et vous me revenez avec des exemples de votre quotidien, de votre travail ou de vous, pour qu'ils le mettent en action tout de suite. Mais j'ai quand même remarqué que les personnes plus âgées sont capables de le faire plus. Souvent, mes étudiants qui sont plus jeunes, 24, 23, 24, on dirait que, je sais pas, c'est une question d'expérience ou de maturité, mais on dirait que c'est plus difficile de... Peut-être que là, c'est différent là, au niveau de la génération, mais c'est sûr que la mise en pratique, puis d'utiliser les situations au quotidien, c'est important. Il y avait une question justement en lien avec ça en ligne. Oui, puis je viens de voir que la même personne a aussi répondu à Pierre. Pierre Cloutier se questionne, je vais dire ces deux commentaires en même temps. Se questionne, est-ce que vous trouvez aussi que les étudiants se connaissent bien comme personnes, j'imagine comme intervenants aussi? Puis, dans la foulée, il disait, pour répondre à Pierrick, le département pourrait mettre des espaces à ses étudiants pour mieux se connaître. La première, c'est une question. J'ai l'impression que la réponse, effectivement, d'apprendre à se connaître tant qu'on n'est pas sur le terrain, puis c'est difficile, c'est des concepts, on l'aborde, ils se voient en stage avec les schèmes relationnels. Il y a beaucoup de choses qui actualisent vraiment une fois sur place, je pense. Puis un peu dans ce qu'on dit dans le réinvestissement des concepts, si c'était nommé plus tôt, si c'était un langage qu'ils connaissent, bien, je pense que il y aurait avantage à le faire là, auparavant. Puis en fait, ce que j'entends de votre part, aussi, ben, dans ce que vous faites, puis dans ce qu'on a entendu d'autres choses, ce que je vous parlais des facteurs de résilience ce matin, qui est l'âge est un des facteurs de résilience. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une question d'expérience. Ben, le mentorat, le coaching, ce que vous faites, coach en action, ce que vous faites avec les nouveaux employés, ce qui est d'utiliser les situations dans le quotidien, le même principe qu'avec des stress et progrès, avec les parents, avec les jeunes, pas juste des ateliers, c'est pas l'atelier qui fonctionne, c'est comment vous les soutenez puis vous faites du modeling dans le 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est la même chose avec les intervenants. Fait que la théorie, c'est une chose, mais comment qu'on utilise le quotidien pour revenir sur les concepts et les utiliser, c'est probablement ça qui fait comme la différence, donc, entre autres, avec les facteurs de résilience là-dessus. Sonia, est-ce que tu avais une réaction, commentaire par rapport au sujet de la supervision ou les nouveaux employés, justement là-dessus, avant qu'on passe à la pause? D'abord, merci. Je veux juste vous dire que ça va vraiment fonctionner, ce que vous faites. Pour répondre à votre question, 3 choses à vous dire. Une étude a été faite en 1992, donc c'était pas la cohorte actuelle. Voici le problème auquel on faisait face. C'est long de développer un burn-out. Il faut que tu sois exposé à un stresseur longtemps. Ce qu'on observait, c'est que les premiers employés qui arrivaient et qui sortaient de l'école, dans n'importe quel domaine, ben, ils développaient en général un burn-out à l'intérieur de 2 ans. C'est trop vite. C'est long de se faire écœurer au travail avant de tomber, là. On est solide. Et donc, le burn-out arrivait trop tôt. Alors, il y a des chercheurs qui ont eu la brillante idée de prendre des emplois dans lesquels on a beaucoup d'empathie, genre le vôtre, mais eux, ils ont pris l'école de nursing.
Puis ils ont eu la brillante idée de mesurer les marqueurs de stress, dépression, d'épuisement professionnel pendant le baccalauréat. Et puis ils les ont suivis après à l'arrivée dans le marché du travail. Puis ils ont montré que ceux qui développaient un épuisement professionnel à l'intérieur d'une période de 2 ans l'étaient déjà pendant le baccalauréat. C'est des facteurs de vulnérabilité qui sont déjà présents. 2 choses que je vais vous dire. Je vais prendre un peu de temps, mais je pense que ça va aider. Le problème qu'on a souvent, et je vais vous donner un exemple. Je donne une conférence au gouvernement fédéral. Puis là, je parle des stress absolus. On ne peut rien faire là-dessus, mais les stress relatifs, le ciné, c'est le fun, vous connaissez tout ça. On peut avoir le contrôle. Après la conférence, une dame vient me voir avec sa copine, elle est enragée noire. Elle dit, Madame Lupier, quand même, là, vous m'énervez avec votre ciné, là, puis dire que j'ai le contrôle là-dessus. Je suis désolée. Moi, je travaille pour le premier ministre du Québec et moi, je travaille dans les communications. Puis quand le premier ministre va avoir, un communiqué de presse en 2 minutes, là, je suis désolée, là, des fois, je vais faire ce communiqué de presse, OK, là? Et là, elle s'emporte. Fait que ça, là, c'est pas un ciné, OK, là? Donc, qu'est-ce que vous me dites? Ben, j'ai dit, c'est simple. Madame, quand vous avez choisi de prendre cet emploi, vous pensiez avoir la résistance au stress pour le faire. Ben, Joël, vous ne l'avez pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce qu'on ne mesure pas dans les écoles, c'est est-ce que j'ai la capacité? Moi, je n'irai jamais en business. Je n'ai pas la résistance au stress pour ça. M'a pété aux frettes. Pas compliqué. Et donc, c'est souvent ça, c'est qu'on pense avoir la résistance au stress, on ne l'a pas nécessairement. Deuxième chose, peut-être que vous ne l'avez pas intégré, à chaque fois qu'on vit une transition, on va être stressé, il y a du ciné. Et ça, c'est important de leur dire. Tu es en transition, nouvel emploi, nouveau chum, nouvelle maison, whatever, nouvelle saison au Québec. Là, les pneus, les fleurs, là, on va tout être stressé de la gang, c'est vrai. Et donc, à chaque fois qu'il y a une transition, il y a un stresseur. C'est la deuxième chose, je vais vous dire, peut-être le rappeler. Troisième chose, surtout dans l'emploi qu'ils ont. Si j'étais vous, chez vous autres, je leur parlerai aussi de l'amygdale. Moi, je suis sûre qu'ils ont peur. C'est plus du stress, là. C'est de la peur brute. C'est de l'activation amygdalienne all-in. J'aimerais ça leur dire qu'ils ont le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur de sortir de mon auto. Et la troisième chose que j'aimerais vous dire, j'ai tellement de choses à vous dire, mais les chercheurs ont commencé à étudier les groupes de parole comme les AA, les NA, les CA, les etc. Pourquoi ça fonctionne si bien? Parce qu'il y a une fonction identitaire là-dedans, puis je peux parler à quelqu'un qui va me comprendre sans me juger. Et je le dis de plus en plus, si moi j'avais des emplois comme ça, j'en ferais des groupes de parole. Ça coûte rien. Vous n'êtes même pas obligé d'être là pour gérer ça. Les gens viennent s'asseoir quand ils veulent. Ben, comme un groupe de AA, où on est capable de s'échanger un peu. OK, moi j'ai vécu ça, j'ai de la misère, peux-tu quelqu'un me débriefer, etc. Je pense que ça pourrait avoir un bon impact. J'ai-tu 2 minutes de plus? Non, mais c'est tellement... J'ai plein de données scientifiques à vous donner, c'est fou. Vous allez tout appliquer ça après. La nouvelle génération, les fragiles. Les fameux fragiles, sont-ils vraiment fragiles? Et si oui, pourquoi? On l'a étudié. On est allé dans les écoles parce que les écoles nous disaient que 60% des jeunes étaient anxieux. J'ai dit, mon Dieu, la survie de l'espèce est en danger. C'est terminé quand ils vont arriver. Je vais pas se donner. On est allé l'étudier. Mais non, ce qu'on a dans les écoles, c'est pas de l'anxiété comme on a ici à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle de la sensibilité à l'anxiété. La sensibilité à l'anxiété, c'est la peur d'être stressé. Depuis qu'ils sont nés, ces jeunes-là, là, on leur dit quand ils vont sur les réseaux sociaux que le stress, c'est négatif, toxique et ça va les tuer. Hein, quand ils vont sur les réseaux sociaux. On a induit chez les humains des préconceptions négatives de stress et ça, c'est la faute des chercheurs et des journalistes. Je m'excuse. Les chercheurs, pourquoi? Parce que depuis le début, on étudie seulement les effets négatifs du stress. C'est juste ça. À chaque fois qu'on rapporte des résultats, c'est les effets négatifs et les journalistes résument nos résultats au public. Fait que vous avez juste ça. Et pourquoi on n'étudie pas les effets positifs? Et Pierrick le sait, ben, si demain matin, Pierrick et moi, on écrit une demande de subvention, j'ai besoin d'argent pour faire mes études, pour étudier les effets positifs du stress, on dit, voyons donc, Lupien est tombé ésotérique, quoi cette affaire-là? Moi, ma job, c'est de régler un problème. Et j'ai même commencé à parler aux organismes subventionnaires en disant, avec vos niaiseries, là, vous avez un problème de santé publique sur les mains. Pourquoi? Parce que les études montrent que si les jeunes sont si anxieux aujourd'hui, pensez-y, le petit prout de 13 ans, là, depuis qu'il est né, à chaque fois qu'il ouvre ses réseaux sociaux, on lui dit que le stress, c'est négatif, toxique et ça va le tuer. Et ensuite, on s'étonne quand il y a une réponse normale de stress avant un examen, normal, ben, il fige. Il ressemble à un chevreuil dans les phares d'une voiture à vive allure. Il est sûr qu'il va mourir. Et donc, on a rajouté dans des stress et progrès, on a enlevé le 5e atelier
récemment parce qu'on voulait le remplacer par un atelier où on va changer les préconceptions négatives de stress pour induire des préconceptions positives de stress. Donc, en 1 heure, on monte au petit prout pourquoi le stress est négatif et comment apprendre à bien stresser. Il y a une façon d'apprendre à bien stresser. Et là, on a des profs, là, c'est 1 an ou 2, qui nous écrivent en disant, écoute, c'est un game changer, ça n'a aucun sens. Alors, messieurs, dames, je viens d'écrire à mon assistante, la prochaine formation des stress et progrès, c'est le 25 septembre. Il y a un code. Je vous l'offre gratuitement. Refaites le déstress si vous voulez avoir le 5e atelier. Les jeunes adorent cet atelier-là. Les effets positifs du stress pour avoir des préconceptions positives de stress. C'est pour ça qu'ils sont si fragiles. Ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Puis je vais finir avec autre chose. Puis enfin, pour expliquer aussi la génération fragile, il y a les préconceptions de stress qu'on a induites qui sont négatives et il y a un deuxième effet. On appelle ça l'effet d'inflation. Phénomène absolument fascinant. C'est à cause des campagnes de sensibilisation de la santé mentale, en partie. Au début des années 2000, il y a eu des grandes campagnes de sensibilisation des troubles de santé mentaux, parce qu'il y avait 1 Canadien sur 4 qui avait un trouble de santé, dépression, anxiété, tout ça. Les gouvernements ont décidé de faire des grandes campagnes de sensibilisation où on vous disait la dépression. Attention, voici les symptômes. Et là, on a commencé à donner tous les symptômes et ça a eu un effet pervers. On appelle ça des effets pervers en sciences. Tous les gens ont dit, mais comment notre checklist, toi? Trouble du sommeil, c'est moi ça. Colère spontanée, c'est moi. Et là, les gens ont commencé à s'identifier à ces symptômes-là qu'on n'arrêtait pas de leur donner. Et là, tout le monde est rendu avec un trauma vécu, quelque chose. Hein? Là, on appelle ça du trauma dumping, du déversement de trauma. Et les gens vont avoir tendance à s'auto-diagnostiquer. Moi, je me souviens, j'ai donné une conférence un jour à des secondaires 4 dans une école. La petite fille vient me voir après la conférence et elle me dit « Bonjour, madame, je suis anxieuse. » J'ai dit « C'est quoi ton prénom, ma cocotte? » Internalise pas ça nécessairement. Et ça explique tout ça. Donc, de défaire un peu ça. Et je vous le dis, vous allez le voir, il va y avoir de moins en moins de campagnes de sensibilisation. Et il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. Ça s'appelle un effet d'inflation. Et donc, vous allez voir ça commencer à diminuer pour que les gens arrêtent de trop s'identifier. Ça explique. Je voulais juste vous expliquer la nouvelle génération qui, en deçà de ça, est quand même tout à fait capable de gérer. Mais sans faire, il faut leur donner le droit d'avoir peur. Je pense que ça va être important. Voilà. Désolée, mais voilà. Bien, merci beaucoup, Sonia. Tu sais, là, je suis en train de voir, ça me fait voir encore, ben là, qu'est-ce qu'on pourrait comme venir, quand je vous montrais le modèle ce matin de la pérennisation en contexte de changement, c'est s'ajuster au fur et à mesure que le contexte change. Donc, nouvelle génération, la nouvelle clientèle ou peu importe, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on a comme nouvelles données qui peut revenir du terrain ou qui peut arriver aussi de la recherche. Fait que comment on nourrit, si on n'ajuste pas nos programmes, si on n'ajoute pas, au fur et à mesure, ben, c'est ça qui fait qu'on développe des programmes, puis qu'au bout de 4-5 ans, à un moment donné, on arrête des données parce qu'elles sont plus adaptées ou sont plus à jour au niveau de la recherche. Mais puis là, ben, ça veut dire recommencer à zéro. À faire encore un autre décennie de la marmotte éventuellement. Fait que si on veut éviter ça, ben on va essayer de rester dans un modèle de pérennisation en changement continu où on va continuer à rester en contact, tout le monde ensemble, gestionnaires, intervenants, chercheurs, point de vue du terrain, des gens, des parents, des enfants, etc., en fonction des contextes.